Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Un lundi matin dominé par un titre. Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle polonaise d'un cheveu face au maire de Varsovie. Le candidat nationaliste très critique de l'Union européenne a sans doute bénéficié du report d'une partie des voix de l'extrême droite. Une élection sous forme de revanche pour le PiS battu aux législatives en 2023. La cohabitation s'annonce compliquée avec le Premier ministre libéral Donald Tusk. Retenez bien ce nom. Karol Nawrocki, il devrait faire entendre sa voix parmi les Européens dans les mois à venir. Le président élu de Pologne, inconnu du grand public il y a encore quelques mois, est un eurosceptique. Son élection va-t-elle mettre à l'épreuve un continent qui a la guerre à ses portes? Question posée ce matin à mes invités, Caroline de Camaret, Pierre Buller et Lucas Masek. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Caroline de Camaret, vous êtes ici chez vous, chef du service Europe de France 24. Bonjour Pierre Buller. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez été l'ambassadeur de France en Pologne entre 2012 et 2016 et vous signez Pologne, histoire d'une ambition, qui vient de sortir aux éditions Talendier. Comment comprendre le moment en polonais? On est dans notre sujet. Merci d'être sur ce plateau. Lucas Masek, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Jacques Delors. Comment dit-on mouchoir de poche en polonais? Karol Nawrocki, 42 ans, historien, nationaliste, eurosceptique, soutenu par le parti droit et justice du président conservateur sortant, Andrzej Duda, donc remporté ce second tour de la présidentielle polonaise hier dimanche, avec des résultats plus que serrés. 50,89% des voix contre 49,11% pour Rafał Trzaskowski, le maire de Varsovie et allié du gouvernement centriste. Un coup majeur au gouvernement pro-européen du pays emmené par Donald Tusk. On va y revenir largement. D'abord les faits et les enjeux en images avec Sophie Samaï. La Pologne d'abord, les Polonais d'abord. Avec son slogan, Karol Nawrocki donne le ton sur l'avenir de sa politique internationale. Le candidat de droite n'est peut-être pas totalement anti-Union européenne ni pro-russe, mais il s'affiche clairement contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et critique les avantages accordés aux 1 500 000 réfugiés ukrainiens accueillis en Pologne. Je ne permettrai pas que la sécurité des Polonaises et des Polonais soit menacée par des migrants illégaux et notre vie économique par l'introduction de l'euro. Je n'accepterai pas que de nouveaux traités de l'Union européenne soient signés et que la Pologne perde sa souveraineté dans de nombreux domaines de la vie sociale. Des prises de position qui inquiètent ses voisins européens et marquent une rupture dans la dynamique de réconciliation entamée par Donald Tusk depuis son élection en 2023. La Pologne joue en effet un rôle crucial pour l'Ukraine voisine depuis le début du conflit avec Moscou. Elle qui est devenue une voie d'approvisionnement essentielle pour les armées et l'aide occidentale et a déboursé environ 3,5 milliards d'euros d'aide militaire pour lutter contre la Russie. L'Union européenne espère donc conserver autant que possible le soutien polonais, d'autant que Varsovie compte aujourd'hui la plus grande armée sur le sol européen. La part du PIB consacrée aux armées est passée d'1,88% en 2014 à 4,7% en 2025, le chiffre le plus élevé de tous les pays de l'OTAN, États-Unis compris. Les effectifs militaires ont eux plus que doublé en 10 ans, avec plus de 216 000 soldats recensés cette année et un objectif de 300 000 militaires à l'horizon 2035. Cette élection intervient aussi dans une période d'inquiétude quant à la défense européenne, les États-Unis ayant annoncé le repositionnement des troupes actuellement déployées près de la frontière ukrainienne en Pologne. Alors, on va faire œuvre de pédagogie pour bien comprendre les enjeux et les conséquences de cette élection, tant pour la Pologne que pour l'Union européenne. Peut-être, Pierre Buller, pour commencer, la présidence polonaise était déjà à droite. Qu'est-ce que l'arrivée de Nawrocki va changer ? Alors, Monsieur Nawrocki, qui est un total inconnu dans le paysage politique polonais, qui a été choisi par Jarosław Kaczyński pour être le candidat, est beaucoup plus jeune que Duda et, malgré un passé un peu controversé, a remporté cette victoire. Il sera certainement nettement plus, enfin c'est ce que tout le monde prévoit, plus agressif et plus conflictuelle dans la cohabitation, la nécessaire cohabitation entre le président et le Premier ministre.
Le président n'a pas de pouvoir de dissoudre l'Assemblée, enfin la Chambre basse, mais il a un pouvoir de veto sur les lois et qui promulgue les lois. Il a un pouvoir de veto et auquel la majorité actuelle ne peut passer outre, car elle n'a pas les 3/5 des voix qui lui permettraient de passer outre. Il a également un pouvoir de nomination des ambassadeurs, par exemple, ou du président de la Banque centrale. Il était là aussi une sorte de droit de veto. Et enfin, il a un rôle reconnu, non pas en politique intérieure, mais en politique étrangère. Et par exemple, il représente la Pologne au sommet de l'OTAN. Donc, une cohabitation extrêmement conflictuelle, beaucoup plus que ce n'est le cas avec Duda, avec lequel des arrangements avaient pu être trouvés. Et disons la polarisation de cette campagne laisse présager véritablement un pugilat quotidien avec le Premier ministre Donald Tusk. Alors, avant d'aller plus loin, on va continuer à s'arrêter sur ce personnage, Caroline de Camaret, Karol Nawrocki, 42 ans. Monsieur Müller le rappelait à l'instant, inconnu des Polonais il y a encore quelques mois. Vous évoquiez en termes diplomatiques un passé controversé. Il y a quand même gros dans son bagage. Voilà, il a quand même quelques casseroles. On a parlé de son rôle quand il travaille dans un hôtel sur la Baltique pour fournir des prostituées, évidemment, chose qu'il a nié férocement, de ses liens avec la mafia locale, de son potentiel conflit d'intérêts sur des ventes immobilières. Ça en fait un personnage sulfureux qui n'a pas empêché finalement les électeurs de voter pour lui. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, si on prend un petit peu de recul sur l'image globale de cette Pologne, c'est que entre 2015 et 2023, c'est justement le PiS, les ultra-conservateurs qui soutiennent donc ce candidat aujourd'hui, qui ont été au pouvoir et qui ont finalement fait baisser clairement l'état de droit en mettant leur emprise sur la magistrature, la nomination de toute la Cour suprême des juges, etc. La liberté de la presse a été aussi complètement cornérisée. Et puis, il y a eu la question des minorités LGBTQ qui n'étaient plus les bienvenus dans certaines villes aux mains du parti ultra-conservateur Droit et Justice, avec un agenda, alors qui aujourd'hui peut même être qualifié d'agenda MAGA, qui était un agenda de révolution conservatrice. Et puis, les droits des femmes ont régressé aussi, puisque l'avortement avait été interdit presque dans tous les cas de figure. Et donc, cela, c'est ce qui avait été finalement mis en cause il y a 1 an et demi par la réélection, l'alternance politique, par l'arrivée donc de Donald Tusk, qui est un ancien président du Conseil européen, qui a ses lettres de noblesse finalement européenne au pouvoir et qui espérait finalement changer cela, c'est-à-dire rétablir l'état de droit dans ce pays. Et c'est ce qu'il avait promis en direction de Bruxelles. Bruxelles qui a félicité le gagnant, mais qui finalement est en train aujourd'hui de sourire plutôt jaune, soyons honnêtes, parce qu'on se rend bien compte que, avec cette nouvelle dynamique électorale que n'avait pas Andrzej Duda, il était sortant, le président précédent, il était aussi du même parti, mais il était sortant. Avec cette nouvelle dynamique électorale, en effet, il y a toutes les chances que ce nouveau président mette des bâtons dans les roues systématiques du Premier ministre, même si c'est le Premier ministre qui siège au Conseil européen, quand il rentrera chez lui pour valider des choses sur l'Ukraine ou valider des choses sur plus finalement de compétences européennes, c'est le président qui va l'en empêcher. Lucas Massa, comment expliquer qu'en 1 an et demi, les Polonais aient choisi un Premier ministre libéral, pro-Europe, et là, élisent un président, alors pas europhobe, mais à minima eurosceptique, et on l'a dit, plus brutal que celui auquel il va le succéder. Alors déjà, il faut rappeler que ça s'est joué à très peu de choses. Quelques centaines de milliers de voix. Quelques centaines de milliers de voix près, nous aurons une discussion un peu différente aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut aussi se méfier dans les commentaires. En fait, il y a un fait de base qui caractérise la vie politique polonaise, comme d'ailleurs la vie politique de beaucoup de pays européens. Dans le cas polonais, ça remonte maintenant à une quinzaine d'années, voire plus, une très grande polarisation entre deux camps qui finalement sont
très coude à coude et au gré des conjonctures et des mobilisations de tel ou tel électorat. Une courte avance permet à l'un à l'emporter sur l'autre et vice-versa. Donc déjà, il ne faut pas non plus, de même que la victoire de Donald Tusk et sa coalition n'était pas gagnée d'avance, loin de là, et n'était pas un raz-de-marée. La preuve, cette coalition pourtant assez large, qui va du centre droit jusqu'à la gauche, n'a pas de majorité constitutionnelle qui permettrait justement de dépasser le veto présidentiel. Donc déjà, cette victoire n'était pas si exceptionnelle. Et de même là, encore une fois, le candidat du PiS l'a emporté de courte tête. Et d'ailleurs, les premiers sondages à la sortie des urnes donnaient le résultat inverse. Alors comment expliquer? Il y a sans doute toute une série de facteurs. Le gouvernement Tusk n'est pas très populaire et c'est pas non plus quelque chose d'inhabituel. Un gouvernement, souvent, au début de son mandat, se retrouve plutôt en difficulté. Donc il y a un peu le contre-coup, la déception. Il a été porté, effectivement, je pense, par un élan et on n'a pas encore aujourd'hui les analyses très précises de l'électorat, mais il semblerait que notamment les jeunes, par exemple, qui ont massivement voté pour Tusk et ses alliés lors législatives, ont fait un peu défaut, ou en tout cas pour une partie lors de cette présidentielle. Donc sans doute une certaine déception, sans doute aussi la volonté d'équilibrer. Je pense que le thème qui a fonctionné pour le PiS, c'est-à-dire attention, ne donnons pas tous les pouvoirs à Donald Tusk, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir, et sans doute une partie de l'électorat polonais était sensible à ça. Alors que pendant les années PiS, il n'y a eu aucun contre-pouvoir. Bien sûr, mais ça, c'est le genre de contradiction tout à fait habituel pour un parti politique. Et puis, il y a peut-être aussi un moment Trump. Je pense que le fait que Karol Nawrocki a été officiellement très clairement adoubé par Donald Trump et ses proches, en Pologne, où l'allié américain, évidemment, est quelque chose d'absolument fondamental, ça a dû jouer aussi. Et puis, plus généralement, il y a peut-être une forme d'ambiance depuis l'élection de Donald Trump qui marque un retournement et donc la victoire de Donald Tusk a profité un peu de la fin d'un cycle et là on est dans un nouveau cycle qui d'ailleurs on pourra sans doute constater dans d'autres pays européens. Oui, en cela, Pierre Buhler, la Pologne connaît une trajectoire sensiblement similaire à d'autres pays européens, elle n'est pas une exception. Oui, mais je crois qu'il y a quand même une dynamique qu'il ne faut pas perdre de vue, et qui est, vous l'avez tous les deux souligné, MAGA. Depuis l'élection de Tusk en 2023, il y a eu le phénomène Trump. L'autre Donald, oui, qui a véritablement, c'est un effet, son élection, sa campagne, ses propos, ce qu'il fait depuis le 20 janvier, il y a un effet de souffle sur l'ensemble de l'Europe. On a vu J.D. Vance aller rencontrer la présidente de l'AfD à Munich et du parti d'extrême droite allemand. Oui, du parti néo-nazi, pratiquement, l'extrême droite en Allemagne. Là, il se trouve que le même J.D. Vance avait été invité à une conférence conservatrice pour une édition en Pologne, ça s'appelle CEPAC, et J.D. Vance n'est pas venu, mais Trump a envoyé sa secrétaire à la sécurité intérieure, s'appelle Kristi Noem, qui est venue tenir un discours, c'était dans le sud-est, à proximité de la frontière ukrainienne, un soutien avéré à Karol Nawrocki. Simeon, le perdant de l'élection roumaine, est également venu apporter son soutien, mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a une offensive MAGA, du camp MAGA, de cette idéologie sur l'ensemble de l'Europe. Et un des arguments qu'utilisait Madame Noem, c'était de dire si vous élisez Monsieur Nawrocki, qui est le meilleur candidat, alors que l'autre est un socialiste qui ressemble à un accident industriel, ce sont ses propos, bien vous aurez, si vous élisez Monsieur Nawrocki, vous aurez une relation privilégiée avec Donald Trump, avec l'administration américaine, et vous pourrez continuer de bénéficier du soutien de l'armée américaine, qui est présente quand même à hauteur de 10 000 hommes en Pologne. C'est un facteur extrêmement important, c'est une dynamique qu'il faut prendre en compte. Donc c'est aussi une victoire de Donald Trump et une victoire de Kaczynski, bien sûr, et je dirais également, mais on pourra peut-être y revenir, c'est une victoire pour le Kremlin.
On y reviendra, bien sûr. Il y a cette offensive américaine qui n'a pas fonctionné en Roumanie. On en parlait il y a quelques jours avec vous, Caroline. Ce sont deux pays, bien sûr, très différents. Mais dans l'exemple polonais, il y a quelque chose de singulier. On ne peut pas dire que le vote contestataire, nationaliste, se nourrisse d'une situation économique compliquée comme ça peut être le cas en Roumanie. La Pologne va plutôt bien. C'est un pays qui se porte bien. Alors, la Roumanie, le parallèle n'est pas tout à fait correct. En effet, en Roumanie, il y a eu une vaste offensive de désinformation et il y a eu un sursaut des Roumains, donc une désinformation pro-russe. Et il y a eu un sursaut des Roumains avec toute cette affaire de TikTok, d'une première présidentielle annulée, etc., qui ont dit, bon, finalement, non, on ne se laisse pas intoxiquer à ce point, etc. Là, c'est pas la même histoire quand même. Et puis, c'est surtout pas la même dimension. Soyons honnêtes. La Pologne, c'est un pays de 38 millions d'habitants. C'est un pilier pour l'Union européenne. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Européens regardaient dans cette direction. Les Européens qui ont fait beaucoup d'efforts pour que cette élection se passe bien selon leurs critères. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, Ursula von der Leyen qui a dû presque à contre-cœur aujourd'hui féliciter le vainqueur, eh bien, elle a, par exemple, enlevé les clauses un petit peu de privilégiées sur les céréales ukrainiennes qui gênaient beaucoup les agriculteurs polonais, parce qu'ils étaient vendus sur leur marché à prix moindre. Et elle s'est dit, bon, ça va plutôt aider pour Donald Tusk, qui, on l'a dit, depuis qu'il est au pouvoir, depuis 1 an et demi, n'a pas pu faire les réformes majeures qu'il a promis à son électorat, ni sociétales, ni en matière de restauration des droits de l'homme, puisqu'il en a été empêché par le président déjà une première fois. Et là, donc, il a beaucoup déçu ce Donald Tusk, parce qu'il ne s'est rien passé, en fait, pendant 1 an et demi, de très significatif en matière de restauration de l'état de droit. Alors, il faut comprendre maintenant ce qui se passe avec cette élection de Nawrocki, c'est le retour à l'isolement de la Pologne, finalement, au veto, à la possibilité d'exercer son veto pour bloquer les réformes pour ce président, ce qui veut dire finalement non seulement un raccrochement idéologique à l'idéologie MAGA, mais il faut dire aussi au camp de la droite et de l'extrême droite, c'est-à-dire que non, on ne va pas se rapprocher de la France et de l'Allemagne comme c'était prévu, on ne va pas former ce cercle qui est encore plus intégrationniste, encore plus en soutien de l'Ukraine, mais au contraire, ce président risque d'être attaché et de s'en référer tout le temps aux ultranationalistes. Orban en Hongrie, Fico en Slovaquie, Meloni en Italie, et donc exercer son droit de blocage aussi de l'Union européenne. Et c'est ça que craignent les Européens, en vérité, notamment quand ils vont devoir exercer leur aide à l'Ukraine très concrète, en versant de l'argent. Eh bien, jusqu'à présent, Viktor Orban était isolé dans sa démarche pour bloquer. Il y avait toujours des conclusions à 26. Là, s'il y a à la fois Fico qui peut-être va faire défaut et en plus le Polonais qui est un pays, je le disais, très important, qui en ce moment détient la présidence tournante de l'Union européenne, eh bien alors, effectivement, c'est une autre histoire et c'est beaucoup plus difficile d'avoir un soutien complet et la construction d'une défense européenne avec l'appui de la Pologne. La Pologne qui, en matière de défense, d'ailleurs, a investi massivement. On est à 4,7% du PIB dans la défense pour ce qui est de ce pays. Lucas Masek. C'est juste quelques phrases pour nuancer un peu. C'est-à-dire, la Pologne n'est pas un régime présidentiel. C'est quand même le gouvernement qui tient l'essentiel du pouvoir. Donc, certes, le président polonais a plus de pouvoir que les présidents des autres pays de la région, qui ont souvent des rôles plutôt protocolaires. Là, il y a un vrai pouvoir, et notamment ce droit de veto qui est pour le coup un énorme contre-pouvoir. Il est aussi le chef des armées. Il est le chef des armées. Mais par exemple, par rapport à la Roumanie, en Roumanie, l'enjeu, c'était que quand même le président roumain siège au Conseil européen. Ce n'est pas le cas du président polonais. Donc, de ce point de vue-là... Encore faut-il que Donald Tusk réussisse à se maintenir au pouvoir. Alors, voilà, tout à fait. Élections. Donc, évidemment, si la coalition derrière Donald Tusk est saisie de panique, et s'il y a une chute du gouvernement, et si effectivement on a des élections anticipées, mais ça fait beaucoup de si qui ne me paraissent pas forcément les plus probables aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut peut-être ne pas surréagir, et on n'est pas face à un tournant absolu dans la politique polonaise. C'est juste qu'effectivement, Donald Tusk espérait avoir les coups des franches et pouvoir enfin mettre en œuvre son agenda pour lequel il était élu. Il y a une forme d'injustice parce qu'il était en partie sanctionné par une partie de son électorat pour un manque d'action qu'il a subi, en fait, où justement il attendait de récupérer entre guillemets la présidence pour pouvoir bouger. Mais
je crois qu'il faut vraiment faire attention. Et un autre point, je pense qu'il y a vraiment une très grosse différence entre la Roumanie et la Pologne sur l'Ukraine. C'est-à-dire en Roumanie, il y avait vraiment un risque d'un retournement sur l'Ukraine, de l'arrêt je dirais, de Roumanie en tant qu'une des plaques tournantes, notamment pour les céréales, etc., mais aussi pour la livraison d'armes. En Pologne, je pense qu'il y a quand même un consensus assez solide. S'il y a une chose sur laquelle, pour le coup, entre PiS et la coalition de Donald Tusk, il y a une forme de consensus, avec des nuances bien sûr, mais c'est quand même sur le regard porté sur la Russie, sur la qualification de ce qu'est la menace russe pour la Pologne, et donc de la nécessité de soutenir l'Ukraine. Après, il peut y avoir effectivement des différences sur les questions mémorielles, sur des choses qui sont sur les agriculteurs, etc. Ce ne sont pas des détails, sujet, ouais. mais entre la Roumanie, il y avait un vrai risque d'avoir quelqu'un qui tient un discours essentiellement pro-russe, nourri par des narratifs de Kremlin, etc. C'est pas ça qui se joue en Pologne aujourd'hui. La Russie, Pierre Müller, les Polonais bien sûr la connaissent bien. Ils ont le sens de l'histoire, et même s'il y a des débats mémoriels, on le sait. Bref, le passé est ce qu'il est entre la Pologne et la Russie. Quand Nawrocki dit la Pologne, les Polonais d'abord, concrètement sur la politique d'aide à l'Ukraine, qu'est-ce que ça peut changer? On l'a dit, sachant que le président est le chef des armées, mais le chef de l'exécutif, ça reste pour l'instant Donald Tusk. Déjà de dire que ce qu'a fait Nawrocki, à la demande d'ailleurs de Mensen, qui est le dirigeant le candidat d'une formation d'extrême droite, disons très radicale, qui avait quand même récolté 15% des voix. Une des conditions qu'il avait mises à son soutien, c'était de refuser la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors que ça a été la position du gouvernement Tusk. C'est essentiel. Alors évidemment, ça ne peut que satisfaire le Kremlin aujourd'hui. Et Washington. Et Washington, bien sûr, Washington, qui est aussi sur cette lignée-là d'ailleurs. Mais je dirais qu'il y a un autre élément qui ne peut que réjouir le Kremlin, c'est que tout ce qui contribue au délitement de l'Union européenne ou au délitement de la cohésion européenne, c'est un bonus pour eux. Et tout ce qui contribue au chaos, au fond, dans l'espace européen, c'est la stratégie du Kremlin. Et je pense qu'on ne le réalise peut-être pas suffisamment, mais c'est clairement le cas. Alors, il y a un autre élément. Moi, je suis peut-être un peu moins nuancé que Lucas Maciek. Il y a, pas seulement en Pologne, mais c'est très net quand même en Pologne, et il y a un déport vers la droite, l'opinion publique en général. Et d'ailleurs, le gouvernement de Tusk a parfaitement compris que c'est là que se situait le centre de gravité, et a transférer, bouger sa stratégie, électorale dans cette direction. Tout ce qu'a fait, personne, c'est passé inaperçu dans tous les médias d'ailleurs, sauf en Pologne, mais a tenu un discours de nationalisme économique extrêmement impressionnant, venant de la bouche de quelqu'un qui se présente comme un libéral. Il dit nous aurons une préférence nationale pour la Pologne dans l'économie. Il n'y a pas de honte à avoir ça. Nous ne sommes pas pour la mondialisation naïve. On respectera les règles, mais tout ce qui entrave la prospérité de la Pologne, bien nous passerons outre. Nous pratiquerons l'égoïsme. Ça, c'est dans la bouche de Tusk lui-même. Trzaskowski, qui est quand même pas, par son profil, quelqu'un poussé vers des mots d'ordre nationalistes, en a emprunté notamment vis-à-vis des Ukrainiens. Au fond, il y avait une sorte de surenchère. Il a fait mouche, ce discours contre les réfugiés ukrainiens, 1 million de réfugiés ukrainiens en Pologne aujourd'hui, ce discours sur des profiteurs, je le mets entre guillemets, il a... Ah ouais, certainement, oui, il y a une lassitude, une sorte de fatigue
en Pologne vis-à-vis de l'Ukraine. Alors évidemment, c'est exploité, c'est instrumentalisé politiquement par le PiS, mais aussi par Confederacja, donc cette formation d'extrême droite. Les Ukrainiens en donnent plus aux Ukrainiens qu'aux Polonais. Ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. On pourrait calquer ce même discours sur tous les immigrés de chaque pays européen, quel qu'il soit. Ce qui est très intéressant, c'est quand même en Pologne, ils sont visibles, les Ukrainiens. Les 1 million, etc. On les voit partout. Il y a des tentes, en effet, pour les accueillir, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très visible par la société. C'est pas du tout le cas, évidemment, dans les autres pays plus lointains. Mais ce qui, moi, me frappe quand on parle d'un discours qui a été plus conservateur, donc Donald Tusk, pour le situer politiquement, c'est un homme du Parti populaire européen. C'est le parti aussi d'Ursula von der Leyen, de la majorité de la Commission européenne. L'Europe penche dans cette droite-là, mainstream, etc. Mais tout de même, il a réclamé à la Commission européenne la fermeture de ses frontières contre ce qu'il considérait comme des Biélorusses qui poussaient sur ses frontières une immigration qui, pour lui, prenait une forme de guerre hybride. Donc, il a réclamé des mesures d'exception sur l'immigration et il a un discours extrêmement dur sur l'autre immigration, en l'occurrence, qui n'a échappé à personne et qui n'est pas normalement dans l'ADN total de ce Parti populaire européen. Donc en effet, quand on dit qu'il a basculé un peu vers la droite, pour moi, c'est quelque chose de très, très significatif. Son discours sur l'immigration a été un discours très dur. D'ailleurs, il a perdu une partie peut-être de l'électorat de gauche avec ce positionnement, parce qu'il fallait qu'il fasse en effet la conjugaison de la gauche au centre droit. C'était pas toujours facile. Et puis encore une fois, ce qu'on n'a pas réussi à voir en Pologne, c'est la renaissance de mesures sociétales qui existent dans l'Europe de l'Ouest, le partenariat civique pour les couples du même sexe, qui était au programme donc de cette gauche c'est toujours droite contre extrême droite, de cette droite pro-européenne, donc partenariat civil des couples de même sexe, l'assouplissement de l'avortement, qui est un gros thème. Il y a eu quand même des manifestations massives de femmes sur les sujets de l'avortement au moment de la gouvernance, des 8 ans de gouvernance du parti ultra-conservateur Droit et Justice. Donc tout cela n'a pas lieu, n'aura probablement pas lieu, puisque ça sera sans doute bloqué pour des raisons idéologiques, effectivement, par le président. Et tout cela, c'est un pavé dans la mare de Donald Tusk, qui vraiment prend une claque aujourd'hui. Il faut le dire, ce Premier ministre va être en difficulté. C'est pour ça que la question de savoir s'il se dirige vers des élections générales ou pas est tout à fait pertinente. Encore une fois, ça s'est joué d'un cheveu, vous le rappeliez, Łukasz Maciek, à l'instant, mais qu'est-ce que la majorité des électeurs polonais ont envoyé comme message? Là, je lisais un article de nos confrères du Monde ce week-end disant qu'il y avait quelque chose de paradoxal dans cette Pologne de 2025. Elle se choisit un président qui va dans un sens qui n'est pas nécessairement celui vers lequel tend la société polonaise, qui n'est finalement n'a pas... Enfin, peut-être vous savez évidemment mieux que moi, mais dont on dit qu'elle est de moins en moins conservatrice, et notamment sur ces questions de société. C'est le problème que j'ai déjà évoqué de ce pays coupé en deux. D'ailleurs, c'est assez marqué aussi géographiquement quand vous regardez la carte. D'ailleurs, j'ai regardé ça rapidement ce matin. Il me semble que dans la plupart des régions polonaises, c'est Strzeszkowski qui a gagné. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Bien sûr, comme souvent aussi, il y a la coupure ville-campagne qui est très marquée. Là encore, pour le coup, avec des écarts. Ce qui est peut-être un peu plus étonnant, c'est que si on regarde le vote, par exemple, des Polonais à l'étranger, où d'habitude les candidats, entre guillemets, pro-européens, libéraux, l'emportent très massivement, c'était beaucoup moins flagrant cette fois-ci, comme d'ailleurs dans l'élection roumaine. On voit qu'il y a aussi des évolutions dans la diaspora qui sont assez étonnantes et qui mériteraient d'être analysées. Mais fondamentalement, oui, je pense que les électeurs peuvent être contradictoires. C'est pas tout à fait nouveau. Et je pense qu'il y a une sorte
de frémissement autour de certains sujets, où il y a d'un côté une crispation qui peut effectivement provoquer des discours très durs sur certaines questions de société, etc. Et je dirais que ces crispations sont d'autant plus fortes que par ailleurs, il y a une tendance lourde qui va plutôt dans le sens opposé. Et donc après, au gré des conjonctures électorales, on va avoir des majorités qui vont se dégager d'un côté de l'autre. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître un peu étranges vues de France. Par exemple, vous avez parlé de Confederacia, ce parti d'extrême droite, qui est un parti d'extrême droite, qui est en même temps un parti très libéral, voire libertarien. De l'autre côté, PiS, on a utilisé plusieurs fois le thème nationaliste, ultra-conservateur, mais très social aussi. Et d'ailleurs, une des faiblesses, quelque part, de Donald Tusk, c'est qu'il continue à garder auprès de beaucoup de Polonais l'image d'un libéral, voire ultra-libéral sur le plan économique et social, alors que PiS était le parti qui a justement apporté une espèce d'accompagnement social, notamment des familles les plus pauvres, etc. Donc, les clivages polonais ne sont pas tout à fait ceux qu'on est forcément habitué dans d'autres pays européens et notamment en France, ce qui d'ailleurs veut dire aussi que s'il y a une alternance, si effectivement aujourd'hui il semble assez probable que si cette dynamique continue en 2027 ou avant s'il y a des élections anticipées, on va probablement vers une majorité PiS Confederacia. Mais ça sera très compliqué aussi parce que ces partis-là, notamment sur le programme économique et social, sont pour le coup extrêmement opposés. Donc les choses ne sont pas si simples que ça et dans tous les cas, je crois que le problème, c'est là où il y a probablement un échec de Donald Tusk. Maintenant, est-ce qu'il a pu réussir? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, là où il y a un échec, c'est qu'il n'a pas su entamer une forme de dépassement de ce clivage et de cette polarisation. Et on peut, pour le coup, parier sans prendre trop de risques que Karol Nawrocki ne le fera pas non plus. À la différence d'ailleurs d'Andrzej Duda, quand Duda était élu, il a au moins au début esquissé dans le discours la volonté de quelque part réconcilier les deux Polognes. Bon, après, il ne l'a pas du tout fait, mais au moins, il y avait un signal qui était envoyé au tout début. Quoique Nawrocki a dit dans la nuit, je dirigerai tous les Polonais, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi. Pour toutes les raisons qui étaient déjà évoquées, je pense qu'il est dans une dynamique complètement différente. Et là où Andrzej Duda était plutôt, c'était son deuxième mandat, etc. Je pense que là, on peut s'attendre à un Karol Nawrocki qui va en fait être déjà dans le match de 2027. Sans donner trop de répercussions pour les raisons qu'on a évoquées à l'instant au résultat de cette élection présidentielle polonaise, pour comprendre pourquoi cette émission, mais aussi pourquoi les Européens regardaient de si près ce qui se passait du côté de Varsovie ce week-end. Il faut comprendre et peut-être prendre le temps d'expliquer pourquoi la Pologne est devenue ces dernières années un pivot si central de cette Union européenne. Pourquoi est-ce que vous parlez de moment polonais dans votre ouvrage, Pierre Bühler? Oui, alors, il se trouve que la Pologne se retrouve dans le centre de gravité géopolitique de l'Europe suite à l'agression de l'Ukraine par la Russie. Elle s'est retrouvée déjà sur la ligne de front par toute la logistique. C'est elle qui a la plus grande frontière avec l'Ukraine. L'approvisionnement en armement et en équipement de l'Ukraine s'est fait via la Pologne. La Pologne a été, y compris d'ailleurs à l'époque du Parti droit et justice, et ils ont, dès 2022, ils ont été... un peu là aussi sur la ligne de front de la résistance à l'agression russe et dans la cohésion européenne. Ils ont également lancé ce programme que nous avons évoqué déjà d'armement avec des dépenses pharaoniques, pratiquement un doublement en l'espace de 2 ans des dépenses de défense en proportion du produit intérieur brut, des armements essentiellement américains et coréens, il faut aussi le souligner, donc autant pour l'Europe de la défense et l'Europe de l'armement. Et donc la Pologne se retrouve aujourd'hui un peu comme le chef de file de cette ligne, des pays de la ligne de front, avec les Baltes, aussi les Scandinaves, qui se sentent également menacés, et tout ce qui a été très, très actif dans la mobilisation des Européens de l'Ouest de l'an dernier, également en prévision de la présidence européenne de la Pologne, qui est toujours en cours jusqu'au 30 juin. Et donc, voilà, il y avait une sorte de convergence de facteurs qui ont mis la Pologne au cœur
de l'Europe, parce que la problématique européenne aujourd'hui, c'est celle de sa sécurité face à une menace existentielle provenant de la Russie. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit, les Polonais le disent depuis un certain temps, la menace russe, elle est existentielle. Pour nous, la Pologne, elle est existentielle. Pour nous, l'Union européenne. Alors, comment réagir à cette menace existentielle? Je dirais que le canari dans la mine de charbon, c'est l'Ukraine. Si l'Ukraine tombe, si l'Ukraine, ce qui est l'objectif affiché du Kremlin, devient une Biélorussie bis, la Pologne se retrouve en première ligne. Et c'est pour cette raison que dans mon livre, j'ai dit que la Pologne serait la clé de voûte de la sécurité européenne, un peu comme la République fédérale d'Allemagne l'a été pendant les années de guerre froide. Et je pense que ça ne changera pas. D'où l'importance de ce qui se joue en Pologne, qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Tusk, est revenue, parce qu'elle avait été mise au banc, cette Pologne, en 2017 par les responsables européens, à cause précisément de ce recul de l'état de droit orchestré par le parti Droit et Justice. Elle est dans ce groupe des 5 avec l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Il y a eu au début du mois de mai, Caroline, ce traité de Nancy signé avec la France. Est-ce que la Pologne a autant besoin de l'Union européenne que l'inverse? Alors, 9 mai, vous avez raison de le souligner, le traité de Nancy signé avec la France, qui est un rapprochement à la fois, évidemment, en termes de coopération, etc. Mais ça signifie quand même aussi une bonne entente, je crois, globalement, entre Donald Tusk et Emmanuel Macron. Parce que les hommes ont leur importance, évidemment. Mais qui est aussi un rapprochement stratégique et militaire. Et là, c'est très intéressant parce que Donald Tusk a commencé à donner des signaux aussi d'intérêt pour, par exemple, le parapluie français en matière de nucléaire. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On parlait des contrats que les Polonais avaient passés jusqu'à maintenant, en effet, aux États-Unis et à la Corée. Mais maintenant, on a introduit aussi un règlement un peu plus Buy European Act pour ce qui est de l'armement, et on avait bon espoir que cette Pologne qui dit qu'elle va passer de 4,7% de son PIB en défense à 5%, ce qui est vraiment l'un des plus hauts barèmes pour ce qui est de membres de l'OTAN, 5%, qu'elle commence à acheter européen pour le coup, puisque finalement il y avait des incitations dans les prêts qu'on faisait en matière d'armement à acheter européen, et notamment tout ce qu'on fait en direction de l'Ukraine, acheter européen. Donc là encore, on le disait, la constitution de la défense européenne, avec cette armée qui est l'une de celles en Europe qui peut aligner le plus d'hommes, en l'occurrence. C'est quand on dit c'est une clé de voûte de la sécurité, aussi du point de vue militaire, clairement. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on n'a plus aucune garantie. 6 sièges au Conseil européen, un Premier ministre qui est, on le disait, pro-européen, et siège à l'OTAN, un président qui ne veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN, ça va forcément générer un certain nombre de tensions, de frustrations, de choses mal comprises et de retard surtout à l'allumage, puisque les Européens ont une sorte d'urgence à aider l'Ukraine avant qu'elle ne tombe, en fait. C'est leur objectif. Et en cet espace où les États-Unis sont en train, finalement, plutôt de reculer sur l'aide à l'Ukraine, et où l'Union européenne est obligée de prendre toute cette place laissée vacante. Et on comptait beaucoup sur la Pologne aussi, évidemment, dans cet espace. Est-ce qu'on peut imaginer, Łukasz Maciek, un scénario où Nawrocki rejoindrait le club des troubles faits européens, Fico, Orban, Meloni, mais qui est sur une ligne un tout petit peu différente, et de ce fait s'éloignerait de ce mouvement qui l'avait rapproché très fortement de Berlin et de Paris? Son parti fait partie du même groupe au Parlement européen que celui de Giorgia Meloni, mais c'est un groupe désormais assez divisé, assez varié. Mais ça dépend des sujets, en fait. Je pense que sur l'Ukraine, non. Sur l'Ukraine, je ne crois pas du tout que Karol Nawrocki pourrait se retrouver sur des positions à la Fico ou à la Orban. Par contre, si par exemple on parle de la réforme institutionnelle de l'Union européenne, si on parle des questions d'élargissement de l'Union européenne, si on parle de droit de veto des États membres, là, oui. Et d'ailleurs plus Orban que Meloni, je dirais à ce moment-là. Donc effectivement, mais encore une fois, Karol Nawrocki... je pense que dans l'immédiat, il est plus dans la position de quelqu'un qui va être très bien placé et ne se privera pas de mettre les bâtons dans les roues d'un gouvernement qui restera
sur une ligne européenne beaucoup plus conciliante, même si là encore, ça a été déjà évoqué, il y a des sujets sur lesquels la Pologne, que ce soit Donald Tusk ou quelqu'un d'autre, il y a des positions très dures. La Pologne est un État membre qui défend ses intérêts comme tous les États membres, mais il peut le faire très durement sur certains sujets. Mais c'est vrai que la différence majeure entre Donald Tusk et sa coalition et le PiS, c'est que Donald Tusk, il y a quand même un substrat européen, je dirais, à la base, et il y a une espèce de volonté, une capacité à accepter des compromis qui a fait défaut au gouvernement qui était mené par le PiS. Donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, encore une fois, c'est pas Karol Nawrocki qui devient le représentant de la Pologne, c'est plutôt celui qui va contraindre encore davantage Donald Tusk, qui aura des marges de manœuvre extrêmement limitées à cause de cet adversaire à domicile. Et sans faire de politique fiction, à nouveau, Pierre Müller, est-ce que Karol Nawrocki sera celui qui poussera vers la sortie Donald Tusk et pourrait éventuellement remettre sur rail un gouvernement de droite Alors, il a clairement, pendant sa campagne, affiché son objectif, c'est de faire tomber le gouvernement de Tusk. Il a un certain nombre de moyens pour cela, qui sont ceux qu'on a évoqués, le veto. Donc pas celui de la dissolution, on le rappelle. Non, il n'a pas le pouvoir constitutionnel de prononcer une dissolution, mais le parti, le PiS, qui est donc quand même assez important, d'ailleurs c'est le parti le plus nombreux en nombre de députés au sein de la diète polonaise. Le Parlement polonais. Ouais. Oui, et ils ont aussi une capacité de débauchage. Là, je pense que le jeu, d'abord, Tusk évidemment est affaibli par cette défaite de son candidat, c'est clair et net, et je pense qu'il devra assumer ce choc. Alors bon, c'est un animal politique, il va peut-être rebondir, mais très clairement, le conflit est ouvert. Maintenant, les couteaux sont tirés, et ça sera une sorte de confrontation permanente au sommet de l'État avec deux stratégies distinctes et certainement avec en ligne de mire l'élection de 2027 s'il n'y a pas de dissolution et idéalement, du point de vue de Nawrocki, que le Parlement soit empêché, enfin que le gouvernement soit empêché de fonctionner et que soit prononcée une dissolution, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2007. Lucas Maczek, je vous donne la parole après Caroline. Je vous rappelle peut-être que dans les semaines qui ont suivi la législative, le PiS a désespérément essayé de créer une coalition. Et mathématiquement, il y aurait une combinaison. En fait, il y a un parti dans la coalition de Tusk qui a été dès le début identifié comme le maillon faible, qu'ils ont essayé de débaucher à l'époque. Ils n'ont pas réussi. Bien évidemment, le PiS va réessayer maintenant. Maintenant, est-ce que c'est dans l'intérêt de ce parti de se laisser débaucher dans cette conjoncture où, a priori, la dynamique n'est peut-être pas très favorable pour eux? C'est très discutable, mais effectivement, quelque part, le gouvernement, à mon avis, de Donald Tusk peut tomber uniquement si la coalition, effectivement, commence à réfléchir plus en termes de plan de sauvetage individuel et concurrentiel, plutôt que parce que Karol Nawrocki aurait la capacité de le faire. Oui, parce que bien sûr, la politique polonaise, comme dans le reste dans le monde, mélange les intérêts géostratégiques et les ambitions personnelles de ces responsables. Pour conclure, Caroline, toujours dans cette perspective d'une Pologne qui virerait à droite toute... les Polonais ont le souvenir de ce que ça leur a coûté en 2017 d'être mis au banc de l'Union européenne. Et je vous repose ma question, est-ce que la Pologne a autant besoin de l'Union que l'Union a besoin de la Pologne aujourd'hui? Alors, la Pologne a quand même bénéficié de fonds structurels massifs. C'est-à-dire que sa bonne santé économique, sa croissance à 3%, une des meilleures d'Europe, elle les doit aussi à ces versements massifs. Alors, on le disait dans l'agriculture, la PAC, c'est quelque chose de très important pour les Polonais. Dans les domaines, notamment, ils sont très forts aussi en tout ce qui est high-tech, etc. Et c'est porté, et particulier dans les villes qui sont les électrices, effectivement, plutôt du camp pro-européen, par les plans de relance, Next Generation EU, etc. Et post-Covid, donc aussi pour redonner un petit peu de couleur à l'économie. Et la Pologne a beaucoup
piocher dans ces plans-là. En vérité, ce qui, moi, me frappe dans cette élection, c'est qu'il y a maintenant, désormais en Europe, toujours deux mêmes problématiques. Des majorités extrêmement fragiles, et c'est le cas de la majorité de Donald Tusk, dont on ne sait pas si elle va survivre à ce remous-là. Et puis, deuxième élément, des élections qui désormais toujours oppose un camp pro-européen et un camp franchement anti-européen, souvent très, très ambigu sur l'Ukraine, etc. Et il n'y a plus de possibilité d'avoir des élections, j'ai envie de dire, mainstream au centre. Il y a toujours, et c'est le cas en France aussi, c'est le cas bien sûr dans beaucoup de pays, où la poussée de l'extrême droite s'est traduite par cela. Et c'est encore une illustration de cette société désormais très polarisée et de ces deux camps qui s'affrontent comme dans le reste de l'Europe, deux camps toujours au finish et dans chacune des élections. Comme en Roumanie, effectivement, il y a quelques jours, comme en France l'été dernier, deux pays qui se font face et qui sont effectivement polarisés. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Pierre Buller, ancien ambassadeur de France en Pologne. On vous lit dans Pologne, Histoire d'une ambition qui vient de sortir chez Talendier. Lucas Maczek, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Chercheur à l'Institut Jacques Delors, Caroline de Camaret. Merci encore après une grosse soirée électorale, quoique un peu émaillée par quelques images de foot. Chef du service Europe de France 24, merci d'être venu ce matin sur ce plateau. Une émission à réécouter en podcast ou à revoir en replay. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.